Je suis doctorante à l'heure actuelle. Je fais ma thèse sur Montpellier avec l'université de Montpellier 3 et le laboratoire Epsilon. Auparavant, donc, j'ai un parcours très ancré en sciences de l'éducation. Donc, durant 25 ans, j'ai travaillé dans la formation, dans l'enseignement spécialisé et dans la direction de centres pilotes dans lequel le moteur était l'intégration, mais avec une vision de la pluralité. Donc pluralité dans les équipes, pluralité dans les équipes donc de professionnels, mais aussi de groupes d'enfants. Et en même temps, voilà, chaque jour, un peu plus à travailler sur qu'est-ce que ça veut dire, quelque part, l'accessibilité des uns et des autres sur un même lieu de vie. Voilà. Et puis depuis 3 ans, eh bien, je me suis orientée sur les apprentissages en ligne. Est-ce que vous connaissez la théorie du signe noir ? Cette théorie, elle est intéressante parce qu'elle repart du fait que pendant des années, on a cru dur comme fer que tous les signes étaient blancs. Donc on les observait et on n'observait que par cet angle-là, jusqu'au jour où on a découvert ces congénères à ce signe blanc en Australie. Et là, ça a transformé le regard. La théorie du signe noir, elle est intéressante pour ça. Et elle a été notamment étudiée par Taleb. La théorie de Taleb nous permet de comprendre qu'un événement imprévisible a une faible probabilité de se dérouler. Par contre, s'il se réalise, les conséquences ont une portée considérable et peut-être même exceptionnelle. Et bien pour moi, l'accessibilité numérique, c'est cela. Et je dirais plus particulièrement l'accessibilité dans les apprentissages, et parce que c'est eux qui vont garantir l'accès à la connaissance. Alors pourquoi je prends cette théorie ? Pour 3 raisons. Si on le regarde en termes de prévision, l'accessibilité engage tous les concepteurs. Mais au-delà de les engager, elle intègre aussi la prise en compte de l'autre. Donc, l'autre qui est différent de soi. Et bien cela, ça demande un déplacement. D'autres diraient de l'empathie, peu importe le mot et le concept que l'on met, mais je ne suis pas sûre qu'on soit éduqué à ça. Donc, probabilité, ... La deuxième chose qui fait que je prends cette théorie, c'est en termes d'impact. L'accessibilité dans les apprentissages, c'est indéniable, aura un impact important. Car contrairement à tous ces biais cognitifs que l'on fait très facilement, son application ne concerne pas qu'un tout petit nombre de personnes, mais va bien au-delà de certains propos sur des parts de marché. Nous sommes tous susceptibles de devenir déficitaires dès l'instant où l'environnement est coercitif. Et un environnement qui n'est pas accessible est un environnement coercitif. L'accessibilité, donc moi, vous avez compris, je suis beaucoup plus sur l'accessibilité dans les apprentissages. Ça ne se limite pas à une vision technologique. Si on reste ancré sur cette vision, qui aujourd'hui est notre premier obstacle, les logiciels ne nous permettent pas de produire accessible. Si on reste sur cette première difficulté, on ne voit pas les autres nécessités. Et pour moi, les autres nécessités sont des nécessités d'accessibilité pédagogique et d'accessibilité didactique. Parce que dès l'instant où on conçoit une ressource,
dès l'instant où on va jusqu'au stade de la didactique. Ça veut dire qu'on crée tout un parcours dans lequel la connaissance est au bout. Donc effectivement, le premier garant est numérique, mais là, c'est presque un appel. Hein. Il faut effectivement, en amont, que les outils développés nous donnent ce potentiel-là, de manière à ce qu'on puisse aller vers ces deux autres accessibilités qui sont que moi j'appelle des petits joyaux parce qu'ils sont très très riches. Par rapport à votre question, je pense également qu'au-delà de ces aspects, il y a d'autres réflexions à avoir. En tout cas, pour ma part, tout ce que j'ai préconisé dans la méthodologie que j'ai mis en place, elle n'est que le reflet de ce que j'ai moi-même vécu. Vivre et construire dans l'objectif qu'il y ait une accessibilité au plus grand nombre, ça veut dire qu'il faut accepter un certain nombre de principes. Je dirais qu'il faut accepter de regarder déjà ce qui va nous guider. Ce qui nous guide, c'est deux déficiences qui vont se poser aux deux extrémités de notre réflexion. D'un côté, la surdité, de l'autre côté, la cécité. Et en même temps, elles se posent aux extrémités, et si on les laisse se poser, elles nous guident. Et tout en nous guidant, finalement, elles prennent ces deux déficiences, un peu le rôle du pédagogue. Elles nous amènent aux portes des possibles. Ensuite, je dirais que quelque part, celui qui conçoit des ressources accessibles, il est un peu le tiers exclu, si je reprends la métaphore de Michel Serres, perdu entre les eaux, entre deux rives, voilà plutôt. Et du coup, il faut en même temps accepter que tout ne nous est pas connu, que la différence de l'autre fait partie de notre inconnu. Donc que l'on fera des erreurs, que l'on fera même de grosses bourdes certaines fois, mais on va apprendre à rire de cela, on va apprendre à peut-être tricoter avec l'autre pour pouvoir, au bout du compte, accepter que construire dans l'accessibilité, c'est peut-être parfois prendre le chemin des noisetiers pour construire des petits riens, mais c'est en construisant ces petits riens que la connaissance prend du sens pour l'autre et que nous, on prend confiance dans ce qu'on ne connaît pas.